Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et produit en partenariat avec Urban FM 104.5, la station urbaine. Aujourd'hui, je vous invite à avoir une conversation très importante sur un sujet qui mine terriblement notre nation. Ces dernières années, il ne se passe malheureusement aucun jour sans que nous n'ayons dans les journaux, sur les réseaux sociaux ou dans nos quartiers une dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Les agressions sexuelles sont des actes répugnants. Ils deviennent encore plus ignobles lorsqu'ils sont exécutés sur des enfants. En m'écoutant, je pense que vous mesurez bien l'intensité de mon émotion en abordant cette question. Nous devons nous en protéger, nous devons protéger nos enfants, petits-enfants, petits frères et petites sœurs. Pour cela, il est impératif de comprendre ce que prévoit la loi à cet effet. Comment protéger ces enfants et surtout comment identifier les signes alarmants. Pour en discuter avec moi, je serai avec le colonel Moussavou Sylviane des Forces de police nationales. Ce n'est pas tous les jours qu'on a les Forces de police nationales avec nous. Bonjour mon colonel, comment allez-vous ? Bonjour Gina, je vais bien. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez sur la radio ou sur l'ensemble de nos plateformes sur lesquelles le podcast est disponible, nous sommes en ce moment dans les locaux des Forces de police nationales. Et donc en discutant avec vous, mon colonel, avant qu'on ne rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les Forces de police nationales ? Était-ce par vocation ? Merci Gina. Oui, je dirais par vocation parce que j'ai grandi avec un oncle gendarme et j'ai fait tout mon parcours scolaire secondaire chez lui, primaire chez lui. Et j'ai vu comment ça se passait, le respect, l'autorité. Et du coup, ça m'a boosté, ça m'a donné envie, le commandement. Ça m'a donné envie de rentrer dans les forces de police nationale. En général, dans les corps, mais précisément soit à la gendarmerie, soit à la police, parce que je voulais faire les enquêtes. Je voulais faire du droit, les enquêtes, avoir quelqu'un en face de toi à qui tu interroges, même si c'est un baron de la République. Quand il a fauté, tu es là, tu dis, bon, nous, comment ça s'est passé et tout. Comprendre l'origine des faits. Voilà, comprendre l'origine des faits. Donc, j'ai vraiment voulu, je dirais, que je suis rentrée dans les forces de police nationale par vocation. D'accord. Et donc, aujourd'hui, lorsque on parle de votre service, c'est vrai que j'ai dit que vous étiez colonel, mais je n'ai pas non plus précisé exactement la fonction, ce que vous faites au quotidien, ce dont vous avez la charge. Donc, s'il fallait le préciser pour les auditeurs, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Je suis le point focal. Déjà, je me suis formée dans la police. Je suis experte dans le domaine de la protection, de la prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences sous toutes ses formes. D'accord ? Et j'ai servi tour à tour à la PJ. J'ai fait près de 13 ans à la PJ dans les enquêtes. J'ai été nommée chef de service des mœurs et protection des mineurs à la PJ. J'ai animé ce service pendant 7 ans. Ensuite, j'ai été nommée directeur de la sûreté urbaine, où il y a aussi un service de mœurs que j'ai animé pendant 3 ans. Et je suis aujourd'hui le point focal au niveau des forces de police nationales dans le domaine de la prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences. Et je suis membre de la chaîne de protection, membre du réseau membre du comité de suivi de la lutte contre les enfants aussi victimes de la traite. Donc voilà, donc nous travaillons en réseau, en chaîne avec les autres ministères, les autres acteurs de la prise en charge des enfants victimes de violences. Et actuellement, ma fonction, je suis le conseiller du préfet de police au niveau des forces de police nationales. Mais du fait de ma nomination, du fait que je sois point focal, donc je suis toujours dans la question des enfants. Et j'anime aussi en même temps des séminaires avec l'UNICEF. D'accord, en partenariat avec l'UNICEF, nous animons des services, nous formons les policiers dans le domaine de la prise en charge des enfants et des violences faites aux enfants. Et vous faites aussi beaucoup de sensibilisation. Et c'est dans ce cadre-là que je vous ai rencontré pour la première fois. À l'ambassade. Oui, à l'ambassade des États-Unis. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi dans ce podcast. Mon colonel, comme tous les Gabonais, nous entendons toujours parler des agressions sexuelles sur mineurs, mais uniquement dans les journaux et sur les réseaux sociaux, ce qui, à mon sens, ne nous donne pas une photographie exacte de la situation actuelle. Alors, quelle est l'ampleur du problème dans notre pays ? Existe-t-il des statistiques officielles sur le nombre de cas signalés chaque année ? Effectivement, parce que les services des mœurs au niveau des forces de police nationales, ou tous les services des enquêtes,
au niveau des forces de police nationales, je vous parlerai, on élabore des statistiques chaque fin du mois. Donc, nous avons des statistiques mensuelles, hebdomadaires, annuelles, que nous élaborons et transmettons au niveau de la hiérarchie. Je vais d'abord définir, je ne sais pas si on peut déjà définir c'est quoi un viol. Oui, exactement, une agression sexuelle. On peut c'est quoi très une bien agression faire. sexuelle? L'article 256 du Code pénal constitue le viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, quelle que soit la nature quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont mariés. Donc aujourd'hui, au Gabon, on parlerait de viol maintenant entre époux, ce qui n'existait pas avant. D'accord? Si la victime est une personne mineure de moins de 15 ans, l'absence de consentement est toujours présumée, est toujours viciée en fait. Même si elle a dit oui, tant qu'elle n'est pas majeure, au niveau voilà, c'est vicié. Parce que comment un enfant de 13 ans peut dire oui? Voilà. Donc, nous avons également aussi la loi 005/2021 du 6 septembre 2021 qui répond à la question sur les violences faites aux femmes. D'accord. Aujourd'hui, nous avons une loi spécifique qui traite des questions des violences faites aux femmes. C'est vrai qu'ici, il s'agit des enfants, mais juste pour signaler aussi qu'en même temps, nous traitons aussi les la femmes. question des violences faites aux femmes. Mais je pense que si on est arrivé à cette loi-là, c'est parce que la situation était un petit peu grave. Bon. Les chiffres que j'ai là, nous avons quoi? En 2023, nous avons eu 184 cas des gens. Je précise que ça, c'est ceux qui se sont présentés. Parce qu'il y a des enfants qui subissent des violences, mais que les parents ne dénoncent pas. 184 cas. 188 cas que nous avons reçus en 2023. C'est-à-dire, si on dit donc là, on est en train de parler des jeunes de moins de 18 ans, oui, de 17 ans. De moins de 18 ans. Wow. De 18 ans, 184 cas. Là, donc, on pouvait retrouver les bébés. Il y a les bébés que nous avons. Parfois, nous recevons les plaintes des enfants, des bébés de 6 mois, 1 an, 3 ans. Parce que jusqu'à 3 ans, je pense qu'on est encore bébé. Donc, il y a des enfants. Moi, j'ai reçu un cas où un enfant de 2 ou 3 ans a été sauvagement violé. Et tout. Donc, voilà. Et si vous voulez peut-être les détails, en 2023, comme je disais, on a reçu 188 cas, dont 76 mandats de dépôt. D'accord? Mandat de dépôt, c'est quand on a déféré devant le parquet, ceux qui vont en prison, en fait. On appelle le mandat de dépôt, on appelle ça ici, en abréviation, c'est MD. LP, c'est une liberté provisoire. Liberté provisoire ne veut pas dire que la procédure s'est arrêtée. On envoie la procédure en instruction. Et l'instruction reprend la procédure. Nous avons reçu 57 cas, donc 57 libertés provisoires. Classement sans suite, 14. Complément d'enquête, nous n'avons pas. Arrangement à l'amiable. Donc, il y a 76 personnes qui sont allées en prison, c'est-à-dire que eux... Oui, sur les 188 cas que nous avons reçus. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, ils étaient coupables, ils sont direct allés en prison. Bon, on les envoie d'abord en prison, après il y a les audiences, il y a le procès et tout ça. Mais nous, notre travail se limite une fois qu'on a amené les deux parties au parquet. Quel que soit le résultat, le travail du policier s'arrête là. Voilà. Mais c'est-à-dire que, mon colonel, ça c'est maintenant franchement, c'est ma réflexion personnelle. Même 2 cas, c'est trop. Même un seul, c'est trop. Sur les enfants, c'est des choses qu'on ne pourrait même pas expliquer. Et Gina, ça sont que les cas qu'on nous a signalés. Parce qu'il y en a qui ne portent pas plainte, comme je vous disais. Il y en a qui ne portent pas plainte. Et là, on n'a pas les chiffres de province. Ça, ce n'est que Libreville. Et même Libreville, ce n'est que la police. Vous allez peut-être partir à la gendarmerie ou au B2. Ils ont aussi des chiffres. Donc exactement. Voilà. Alors, mon colonel, il y a des choses que je n'arrive pas à concevoir, et je pense que c'est un petit peu le cas de nos auditeurs aussi, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui conduit un être humain, un adulte, enfin je pense normalement constitué, à se lancer dans ce type d'action ignoble, comme on le qualifiait en entrée. Alors vous qui les interrogez, vous qui les avez déjà rencontrés, ces personnes qui avaient déjà rencontré ces personnes coupables, quels sont selon vous les facteurs qui contribuent aux agressions sexuelles sur les mineurs au Gabon? Est-ce qu'il s'agit principalement de violences domestiques, d'abus au sein de la communauté ou d'autres formes de violences? Généralement, ici, il s'agit principalement il y a des violences domestiques, nous avons des abus au sein de la communauté, nous avons beaucoup de formes de violences. Il y a des violences sexuelles, il y a des violences verbales, parce que même un enfant qui est victime d'une violence verbale, c'est aussi grave qu'une violence sexuelle. D'accord? Un enfant que vous dites à chaque fois, tu es bête,
mais il va se refermer. Exactement. Il n'aura plus envie d'aller à l'école. Mais ma mère me dit à chaque fois je suis bête ou ma tante. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons plusieurs formes de violence. Maintenant, les facteurs qui contribuent, nous avons aux agressions sexuelles. Vous avez d'abord les facteurs exogènes qui ne dépendent pas de la victime. Donc ça peut être les stupéfiants, quelqu'un qui a pris sa drogue. Ça peut être de l'alcool, quelqu'un qui a pris de l'alcool, il peut aller abuser même de son propre enfant. Oui. D'accord? Il y a la propagation de la délinquance juvénile, vous avez la perversité. Il y a des hommes qui sont malheureusement pervers parce que vous allez voir des hommes qui abusent de leurs enfants. Il n'est pas sur l'effet de l'alcool, mais il a envie, il veut avoir un appétit, il va un sexuel envers son enfant qu'il a élevé lui-même. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça peut être l'enfant que lui-même il a, enfin son propre enfant, son enfant à lui, ou l'enfant que la femme a emmené dans le mariage. Ou ça peut être une nièce, mais il y a des gens qui malheureusement sont pervers. Il y a le comportement aussi de certains hommes, donc les gens qui sont pédophiles, malheureusement. D'accord, peut-être qu'on n'en a peut-être pas trop au niveau du Gabon. Il y a aussi les rites culturels. On va vous dire... les rites culturels. Oui, je m'exprime. Il y a des gens, on va dire, pour être directeur général, on va dire, peut-être, le Nganga va dire, bon, il faut que tu aies des rapports sexuels avec ton enfant, qui est vierge. Est-ce que tu vois? Même si ce n'est pas son enfant, on va dire, mais avec une vierge. Soit son enfant, soit on va dire, le Nganga lui dira, c'est ton enfant ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que moi j'appelle les rites culturels, d'accord? Il y a les pratiques occultes aussi. Donc, vraiment, il y a les facteurs sont... je citais tout à l'heure des facteurs exogènes qui ne dépendent pas de la victime. Maintenant, on va parler des facteurs endogènes. D'accord? Les facteurs endogènes créés par la victime elle-même, parce qu'il y a des victimes, malheureusement, qui parfois peuvent faire la tenue déjà vestimentaire. Une jeune fille, par exemple, devant son oncle ou devant des hommes dans la maison qui s'habillent toujours avec un haut sexy, les seins sont c'est ouvert, ouvert, une petite jupe, elle se coupe, on voit tout. Du coup, l'homme peut avoir des appétits sexuels. D'accord? Ça peut être aussi l'accoutrement, comme je disais, l'accoutrement, le comportement aussi. Une fille qui est vulgaire, qui dit parfois des grossièretés à chaque fois, ça peut pousser un homme à vouloir dire, bon, moi, je vais essayer de... Peut-être que c'est aussi des techniques d'approche. Donc, ça, c'est ce que moi, j'appelle des facteurs endogènes. D'accord? Des propos malveillants, l'amour de l'argent. Il y en a qui aiment de l'argent. Donc, il suffit qu'on lui propose... On se souvient, il y a quelques années, il y avait eu un scandale dans un établissement scolaire à Libreville. On ne va pas citer où des messieurs, à coup de iPhone, détournaient des adolescentes. Oui, j'ai été même conviée à une table ronde à cette époque-là, où il y a eu plusieurs acteurs qui ont participé à cette rencontre, qui malheureusement, on a essayé de vérifier un peu le comportement des parents, parce qu'il y a des parents aussi qui cautionnaient ça, malheureusement. Ça s'est passé dans un établissement privé, on va peut-être pas citer le nom ici. Ouais. Donc ça, c'est de l'amour de l'argent, et des jeunes filles qui aiment des bonnes choses, des grandes choses, donc elle sera obligée de dire, si elle voit quelqu'un qui la désire, même si elle n'est pas encore majeure, elle va dire, elle accepte parce que elle veut de l'argent, elle veut les bonnes choses, elle veut les grandes choses, les choses de marque. Donc ça sont des facteurs que je disais endogènes. Qui contribuent... Elle-même, la victime, contribue, voilà. D'accord. Mon colonel, lorsqu'on voit cela, donc, mais tout en précisant, avant de passer, bien entendu, à la prochaine question, tout en précisant que les facteurs endogènes en question, ça ne concerne pas du tout les bébés. Ça concerne un peu les ados. On a 16 ans, 17 ans, et puis 15 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'exemple. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'exemple de l'établissement scolaire. Voilà. Gardez à l'esprit que vous êtes encore jeune et que vous n'avez pas, en fait, ce n'est pas approprié, premièrement. Et deuxièmement, l'adulte qui est en face de vous, même s'il vous donne un iPhone, en réalité, c'est puni par la loi. Et donc, vous ne devez pas vous mettre dans ce type de situation. C'est condamnable. Alors, quels sont les principaux obstacles, du coup, que vous rencontrez à la dénonciation des agressions sexuelles au Gabon? Vous l'avez dit vous-même, on a 188 à Libreville, mais ça, c'est sans compter avec ceux qui n'ont jamais porté plainte. Les victimes et leurs familles, est-ce qu'elles se sentent véritablement en sécurité pour signaler ces crimes aux autorités, ou elles préfèrent, comme on le dit au quartier, le linge sale se lave en famille? Les principaux obstacles à la dénonciation des agressions sexuelles sur mineurs au Gabon sont parfois, d'abord, je vais citer la peur des représailles. Je prends l'exemple d'un papa qui abuse de son enfant. Il va dire, si tu portes plainte, ou si tu vas dire à quelqu'un, soit je vais te tuer, ou je vais tuer ta mère. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, elle se rétracte, elle a peur. Ça peut être aussi le voisin qui a abusé de l'enfant au quartier, va dire... donc, il y a ce que moi j'appelle la peur de représailles. Elle ne veut pas porter plainte parce que le bourreau l'a menacée. D'accord? Vous avez aussi la honte, parce qu'au Gabon,
le viol est considéré comme quelque chose de tabou, en fait. Enfin, c'est pas comme un peu en Europe chez les autres. Le viol est considéré comme une simple infraction, alors que c'est un crime. Surtout sur mineurs, le viol est criminel, allais-je dire, d'accord? Donc, il y a la honte en disant, si je vais porter plainte, on va me regarder, on va me dire, mais regarde-moi, celle-là, on l'a violée. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, exactement. La victime peut dire, je ne veux pas porter plainte. Il y a la pauvreté aussi. Le monsieur qui l'a violée, il a peut-être remis des sous à sa mère ou à elle-même. Il s'est dit, mais si je vais porter plainte, il ne va plus nous donner. Donc, il y a aussi la pauvreté. Vous avez aussi la dépendance financière. Comme je disais tout à l'heure, il y a des mamans qui cautionnent que le mari abuse de ses enfants, alors qu'elle est au courant que le mari le fait. Mais elle s'est dit, bon, si je porte plainte, je n'aurai plus ce que nous avons, on n'aura plus de maison, on n'aura plus de voiture. Donc, moi, j'appelle ça la dépendance financière. Et la facilité aussi, parce que les gens, il y en a qui malheureusement, aiment la facilité, surtout nous, les femmes. Il y a aussi, vous avez le manque de protection aussi des victimes, parce que malheureusement, au Gabon, on n'a pas une loi qui protège les victimes. D'accord? Vous avez les victimes et leurs familles aussi se sentent pas en sécurité. Pour signaler que, je disais que pour signaler ce cas de crime aux autorités. Donc, au Gabon, comme je disais, il n'existe pas de régime de protection des victimes et des témoins. Donc, la loi ne prévoit seulement les poursuites des auteurs. Donc, ça peut être aussi un des obstacles. Ça, c'est bien vrai. Pour aller dans ce sens, mon colonel, moi, j'ai une amie qui a été violée il y a plusieurs années dans un taxi par un taximan. Oui, à un moment, c'était et la seule fois où elle en a parlé, on lui a répondu... Bah, bien sûr, qu'est-ce que tu faisais la nuit toute seule dans un taxi? Qui l'a répondu? Les autorités ou Non, les parents. Enfin, je veux dire l'entourage à qui elle l'avait dit la première fois. Ils lui ont dit comme ça, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu faisais la nuit dans un taxi? Et du coup, elle a toujours, lorsqu'elle parle de ça... Elle a hésité, elle n'a pas eu le courage de porter plainte. Elle n'a pas eu le courage, et surtout lorsqu'elle parle de ça, elle est toujours dans une position comme si elle était fautive. Alors qu'elle est victime. Ouais. Alors, ça nous Parfois, emmène... c'est la méconnaissance aussi. Est-ce qu'elle connaissait ses droits, cette dernière? Est-ce qu'elle s'est découragée parce qu'on lui a dit qu'est-ce que tu as fait la nuit? Elle s'est dit, au tribunal, peut-être qu'on va me dire la même chose. Oui. Non, on est libre de se balader où on veut, quand on veut, à n'importe quelle heure. Ça ne donne pas à quelqu'un le droit de te violer. Exactement. Alors, mon colonel, ça nous ouvre du coup la voie sur la prochaine question. Si les victimes ont cette conception-là du viol, où elles ont l'impression, elles passent de leur statut de victime à un statut de fautif, alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de véritable service de soutien disponible pour les victimes d'agressions sexuelles, surtout les agressions sexuelles sur mineurs au Gabon? Est-ce que ce service existe? Existe-t-il des centres d'accueil, des services médicaux, juridiques ou psychologiques spécifiquement dédiés à ces victimes? Parce que la manière dont on traite une personne qui a déjà vécu un moment aussi traumatisant que celui-ci, je pense que ça compte. Dire qu'il n'y a pas de service au Gabon de prise en charge des victimes de violences, j'ai dit non. Est-ce qu'il y en a? Non. Il y a forcément, puisque j'en fais partie. Oui, vous êtes là, la police. Oui, non, pas la police. Mais la police, déjà, c'est un des services. Psychologique. Parce que au niveau des violences, nous travaillons en réseau, en chaîne. D'accord? Là-dedans, vous retrouvez, il y a plusieurs services. Donc, je disais que les services sont disponibles. Vous avez les services disponibles pour les victimes d'agressions sexuelles au Gabon. Nous travaillons, comme je disais, en réseau. Ces services sont donc, il y a déjà l'hôpital. La victime peut commencer par l'hôpital. Elle a été violée, elle commence par l'hôpital. Si aujourd'hui, est-ce que le certificat médical est gratuit? Non, ou malheureusement. Il faut payer? Malheureusement, c'est payant. Et ça freine parfois beaucoup la procédure. Oui. C'est l'un des obstacles aussi de la procédure, parce que moi je me rappelle à la PJ, j'avais reçu un cas d'un locataire qui a abusé de 3 des jeunes filles mineures, qui malheureusement la mère n'avait pas à l'époque, parce que c'était 25 000 francs à l'hôpital général, il n'y avait pas assez de médecins qui le faisaient. Elle n'a pas pu avoir les 100 000 pour les 4 filles, donc du coup elle est repartie, elle n'a pas pu. Voilà, donc il y a ça aussi, le manque de finances, comme je disais, la pauvreté aussi. Donc les services, je disais qu'il y a plusieurs services. Il y a l'hôpital. Donc vous avez l'hôpital, vous avez la police, vous avez les affaires sociales, vous avez la justice, qui est le final, d'accord?
vous avez au niveau des affaires sociales, il y a des psychologues. Ah, d'accord. Il faut connaître. Il y a des psychologues, cliniciens. Mais tout ça, il faut que les victimes soient informées. D'où l'importance de mener peut-être des campagnes de sensibilisation dans les établissements et tout ça. Parce que malheureusement, comme vous dites, peut-être beaucoup ne le savent pas. Mais sinon, nous avons des psychologues au niveau du ministère des Affaires sociales. Et dans nos recommandations par rapport à nos formations, j'ai souvent fait le plaidoyer au niveau du ministère des Affaires sociales pour qu'on puisse avoir des psychologues avec nous, parce que le travail que nous faisons devait être appuyé par les assistants sociaux. D'accord? Déjà, on a innové au niveau de la PJ. On a un service des affaires sociales, on a des agents du ministère des Affaires sociales qui travaillent au sein de la PJ. Nous en avons aussi à la DSU. Et l'idéal, c'est qu'il y ait aussi partout dans les commissariats. Parce que vous savez, il y a des victimes qui se retractent quand elles arrivent, elles ont peur de parler. Alors que s'il y a d'abord une assistante sociale qui est là, elle a des rudiments pour amener cette dernière à s'exprimer. Donc, maintenant, au niveau des centres d'accueil, vous avez posé s'il y a des centres d'accueil. Il n'y a pas de centres d'accueil spécifiques pour des enfants victimes de violences, malheureusement. Mais il y a un centre qui existe qui prend en charge, je veux dire, les enfants victimes de violences sous toutes ses formes. Je citerai le centre de Arc-en-Ciel. C'est un centre privé des religieuses qui sont au niveau de Sainte-Marie, qui accueille les enfants victimes de violences sous toutes les formes. Les enfants de la rue, une jeune fille qui a été violentée, enfin, qui a été abusée, qui ne peut plus repartir dans son milieu où elle a été abusée. Le centre d'accueil Arc-en-Ciel Espoir, Arc-en-Ciel, c'est pour les garçons, peut la prendre en charge. Mais ce n'est pas un centre dédié pour les enfants victimes de violences sexuelles. C'est en fait pour les enfants victimes de la rue, les enfants victimes de trafic. Mais le CAPDS, parce qu'on a aussi un centre de CAPDS qui est un centre de l'État, ministère des Affaires sociales, eux, c'est surtout en fait les enfants victimes de maltraitance, sous toutes les formes aussi. Donc, ça peut être aussi des enfants violés, mais c'est de 0 à 15 ans, à 12 ans, au niveau du centre d'accueil d'Angonje. D'accord? Mais un centre spécifique que pour les enfants violés, j'avoue qu'il n'y en a pas. Mais eux, ceux que j'ai cités tout à l'heure, font un peu un appui, un accompagnement aussi, quoi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'une agression sexuelle est perpétrée sur un mineur, c'est considéré comme un crime. Alors, quelles sont les mesures spécifiques que les autorités gabonaises ont mis en place pour protéger les enfants et poursuivre les auteurs des crimes? Comment est-ce que les autorités traitent ces cas d'agression sur mineurs? Les autorités gabonaises traitent les cas d'agression sexuelle sur mineurs. Effectivement, comme je disais, les cas d'agression sexuelle sont traités de manière transversale ou multisectorielle, comme je disais tout à l'heure. Nous travaillons en réseau, comme je disais, et en chaîne. Tout dépend du premier intervenant, selon la victime selon où la victime est allée se plaindre. D'accord? Le rôle du premier intervenant est très crucial. Si le premier intervenant a mal reçu la victime peut se rétracter et elle ne va plus porter plainte. On fait ce qu'on appelle une révictimisation. D'accord? Donc, ça peut être, le premier intervenant, ça peut être à l'hôpital. Si elle a commencé par l'hôpital, si le médecin ou l'infirmière qui l'a reçu a commencé à la stigmatiser, à lui dire « mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ceci ?» ou le policier qui va recevoir, ou le gendarme qui va la recevoir, commence à dire « oui, mais tu étais habillé comment, il faisait quelle heure ?» Comme vous disiez tout à l'heure. Oui, ils ont tendance à dire aux enfants « oui, mais regarde, tu as 13 ans, tu as des grosses fesses comme ça. » Voilà. Moi, la dernière fois, j'étais à Mouila, c'est un exemple que je veux prendre. J'étais en mission à Mouila et puis je me trouvais au commissariat et une fille est venue porter plainte. Et puis quelqu'un lui dit « mais tu as quel âge ?» Elle dit « j'ai 21 ans. » « Tu as combien d'enfants dehors ?» « mais j'ai été victime d'un viol. » « Alors, ce n'est pas un viol puisque tu connais déjà, tu as déjà des rapports sexuels. » C'est l'ignorance parfois. Oui. On ne sait pas que le viol, c'est un acte sexuel non consentant. D'accord? Je disais tout à l'heure que les agressions sexuelles sont... Donc, je dirais que le rôle du premier intervenant est très crucial. Ça peut être par, comme je disais, une structure hospitalière, ça peut être par la police, mais impérativement, on doit informer le procureur de la République. Dès qu'on est en cas de viol, enfin, peu importe l'infraction, mais là, il s'agit de cas d'agression. Mais quand on est saisi d'une infraction quelconque, quelle que soit l'infraction, on doit systématiquement saisir le procureur de la République qui est le responsable ou qui est le directeur des enquêtes. D'accord? Tous les actes que nous allons poser, le procureur doit être informé. Il peut même nous orienter comment agir. D'accord? C'est l'ouverture de l'enquête, qu'on appelle l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrant délit, c'est selon. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une réquisition. On établit une réquisition à médecin. Parce qu'en matière de viol, la preuve pour nous, c'est le médecin qui doit définir s'il y a eu viol ou pas.
Mais nous, on fait ce qu'on appelle réquisition à personne qualifiée. Ici, ce serait un médecin. Et là-dedans, on donne la petite identité de la victime. Donc, la victime va se faire examiner. On a le retour de la réquisition du médecin qui va effectivement vous certifier s'il y a eu viol ou pas. Et c'est ce document-là qui fera asseoir notre procédure. Donc, ce sera ça notre preuve. Mais il y a aussi la possibilité d'aller sur le terrain. Quand on vous dit j'ai été victime d'un viol, si c'est vraiment récent, on va sur le terrain, on va faire ce qu'on appelle la reconstitution des faits sur le terrain. La victime va vous dire un peu comment ça s'est passé. Oui. Parce qu'il y a aussi des victimes qui peuvent vous mentir parce qu'elle veut peut-être accuser le voisin. D'accord? Donc, elle doit vous dire exactement comment ça s'est passé. D'accord. Vous avez une question tout à l'heure? Mais mon colonel, la question du médecin, vous l'avez dit lorsque vous avez défini les agressions sexuelles, s'il y a pénétration, le médecin pourra bien identifier que oui, là, il y a eu agression sexuelle. Mais dernièrement, dans les journaux, il y a une tendance dont on parlait beaucoup, le pinceau. À ce moment précis, il n'y a pas de pénétration. Comment le médecin va définir qu'il y a eu une agression sexuelle quand on sait que l'agresseur a bien eu accès aux parties génitales de la victime, par exemple, même s'il ne l'a pas pénétrée? Mais s'il y a déjà un objet qui a été pénétré dans le vagin, il y a forcément une trace. Donc le médecin va... Ça peut être aussi parfois, peut-être pas au niveau de... Ça peut être aussi une tentative de viol. Oui. D'accord? On peut parler de tentative de viol. Peut-être que la personne a tenté de mettre le pinceau, comme vous dites. Ça peut être aussi que la personne a froissé la dame en voulant peut-être violer la jeune fille. On parlera peut-être tentative de viol, une tentative de viol. Mais ici, il s'agit de pénétration de l'orifice, enfin du sexe homme dans le sexe de la femme. D'accord. Alors, mon colonel, on sait qu'il y a des victimes qui peuvent subir des agressions sexuelles pendant des années, mais qui malheureusement n'ont pas la force, par rapport à toutes les raisons que vous avez énoncées, qui n'ont pas la force de dénoncer. À ce niveau, quel est le rôle que devraient jouer les écoles? On a parlé de cet établissement scolaire dont on ne citera pas le nom. Quel est le rôle que jouent les écoles, les services sociaux et d'autres institutions dans la prévention, mais surtout la détection des agressions sexuelles sur les mineurs au Gabon? Je n'ai pas saisi bien votre question. Alors, oui, je disais, il y a des victimes qui, par rapport aux causes que vous avez énoncées, ne vont pas forcément aller porter plainte. Alors, comment les écoles, quel est le rôle que jouent les écoles, les services sociaux et d'autres institutions, ça peut être des ONG et autres, quel est le rôle qu'elles jouent dans la prévention et la détection des agressions sexuelles sur les mineurs? Bon, là, au niveau de la détection, ça va être un peu difficile au niveau des écoles. Mais déjà, au niveau des établissements, je crois qu'on a placé des services des affaires, enfin, des ministères des Affaires sociales. Ils ont des services qu'ils appellent... les services sociaux, oui. Les services sociaux. Voilà. Déjà, les élèves ont la possibilité, déjà, lorsque ça se passe, ça peut être entre enseignants, élèves ou entre élèves. Donc, l'élève a déjà la possibilité d'aller voir l'assistance sociale. D'accord? Il y a aussi la possibilité de se rapprocher des commissariats. Il y a des commissariats un peu, peut-être pas dans tous les arrondissements, mais au moins dans la plupart des arrondissements, nous avons des commissariats. La victime ou la présumée victime peut aussi se rapprocher des commissariats, peut se rapprocher des ONG. Il y a des ONG aussi qui font... Il y a des ONG qui s'occupent de ces cas-là, comme Samba Mouana à l'époque et tout ça. Donc, il y a plusieurs entités. Ça peut être aussi dans une communauté, ça peut être à l'église. Oui, ça aussi, on a beaucoup. Peut aller chez l'imam et tout ça. Donc, il y a Mon colonel, vous qui êtes dans ce domaine depuis plusieurs années, de votre point de vue, est-ce qu'il existe des campagnes de sensibilisation et d'éducation visant à prévenir les agressions sexuelles sur mineurs au Gabon? Et surtout, est-ce qu'elles sont efficaces ou tout simplement largement diffusées? Bon, au niveau des campagnes de sensibilisation et d'éducation visant à prévenir les agressions sexuelles sur les mineurs au Gabon, j'avoue qu'elles ne sont pas efficaces. Je peux dire que les campagnes, à mon avis, il n'y en a presque pas. D'accord? À l'époque, comme je disais, que c'était l'ONG Samba qui en faisait un peu, qui a essayé un peu de faire un peu le tour du Gabon. Donc, nous n'avons malheureusement pas une politique sur les campagnes de sensibilisation et d'éducation visant à prévenir les agressions sexuelles sur mineurs au Gabon. Mais toutefois, certaines ONG, comme je disais, comme Samba Mouana, menaient autrefois des campagnes où j'ai même pris part dans des établissements secondaires ici à Libreville, où j'ai pris part avec Samba Mouana, je les ai accompagnés. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, on n'a pas une politique
Ce serait peut-être l'occasion, enfin je dis ça, on ne sait pas dans quelles oreilles cela peut tomber. Oui. Ce serait peut-être l'occasion de regarder vers ce domaine-là et puis commencer à initier des campagnes de sensibilisation parce que je pense que les cas sont graves et ils continuent à augmenter au fil des années. Alors mon colonel, comment est-ce que la stigmatisation... Je voulais peut-être, excusez-moi, rajouter, Gina, qu'il y a aussi un peu l'UNICEF qui fait dans des spots publicitaires aussi au niveau de la télévision et tout ça, par rapport à un peu sur les campagnes de sensibilisation. J'ai suivi plusieurs fois des spots de l'UNICEF sur la sensibilisation concernant les agressions sexuelles quand même. D'accord. Mais je pense qu'on devrait amplifier même les campagnes dans les établissements scolaires avec les enfants pour expliquer aux enfants, pour bien faire entrer dans leur tête que si tu es un mineur, tu as 15 ans, tu as 16 ans, que tu aies de grosses fesses, de gros seins ou ainsi de suite, le voisin n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas le droit de t'imposer des choses. Et même si c'est ton père, il n'a pas le droit de faire ça. Le problème, c'est que parfois, les enfants, ils ne le savent pas. Enfin, le père lui dit... Je suis ton père. Et ils ont cette expression, je lisais ça encore dans le journal, je suis ton père, donc normalement je suis ton premier homme. Avant que tu n'ailles, c'est moi qui dois d'abord ouvrir la voie. C'est des choses qui n'ont pas de sens. Mais les pauvres enfants, ils ne sont tellement pas outillés que lorsque le père a fini de le lui dire, elle se dit c'est normal. D'où l'importance de mener des campagnes de sensibilisation, surtout dans les établissements, dans les familles et tout ça. Exactement. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut peut-être réfléchir comment le faire. Est-ce que c'est autour d'une table ronde? Est-ce que c'est dans les établissements qu'il faut le faire? Et que ce soit fréquent en fait. Il ne faut pas le faire aujourd'hui et puis on abandonne. Et oui, c'est vrai. Mais il faut bien qu'on se lève un matin pour le faire. Il faut bien qu'il y ait des volontaires pour le faire. Alors, comment la stigmatisation sociale et les normes culturelles influencent-elles la prévention et surtout la réponse aux agressions sexuelles sur les mineurs au Gabon? La question sur la stigmatisation sociale et les normes culturelles influence-t-elle sur la prévention et la réponse aux agressions sexuelles sur mineurs au Gabon? Je parlerai déjà de la honte. Vous avez l'humiliation de la victime sur les dires de la société. D'accord? Dans les réseaux sociaux, la stigmatisation peut aussi influencer. Ça peut aussi influencer sur la prévention et la réponse aux agressions sexuelles. Car l'infraction de viol au Gabon, comme je disais tout à l'heure, et en Afrique, est généralement considérée comme un sujet tabou, contrairement au vol, à l'escroquerie. On amplifie plus la honte. Une victime de viol ne peut pas s'exprimer en présence de sa famille. Elle aura honte de dire à son père ou à sa mère que je me suis fait violer. D'accord? C'est honteux et c'est humiliant parfois de dire à ses parents que j'ai été victime d'un viol, contrairement à ce qui se passe en Occident. En Occident, les gens sont libres, les enfants parlent ouvertement et tout ça. Et les parents, je pense que c'est aussi un très grand message à envoyer aux parents. Oui. Parce que les adolescents, ils sont toujours dans une période de leur vie, et on est tous passés par cette période, où les hormones bouillonnent, et puis on découvre le monde, on a envie d'aller faire du shopping avec ses copines, d'aller manger avec ses amis, de faire un peu de foot et tout. Mais il y a des parents, ils seront là, oui, mais comment je te dis ici de ne pas sortir? Enfin. Et vous voyez aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, l'Internet, ça crée aussi beaucoup je veux dire, la victime, l'enfant se sent aussi, elle pense qu'elle est libre de faire les choses parce qu'elle les voit à la télé, elle les voit sur les réseaux sociaux, elle est libre d'aller sur des sites pornographiques, donc elle va aussi essayer. Donc il faut dire que l'Internet aussi, c'est bien, beaucoup. Mais c'est pas, voilà, ça influence beaucoup les enfants. D'accord. Alors mon colonel, quels sont les besoins en termes de politique, de ressources et surtout d'actions supplémentaires que vous pourrez exprimer aujourd'hui qui permettraient d'améliorer la prévention et la réponse aux agressions sexuelles sur les mineurs? Les besoins en termes de politique, de ressources et d'actions supplémentaires, je dirais, la victime doit être informée déjà sur ses droits. On parlait de sensibilisation. On parlait de sensibilisation. Elle doit être écoutée. Elle doit être sensibilisée, enseignée sur les mécanismes de réaction en vue de se protéger face à une quelconque agression sexuelle. Il faut mettre en place des cellules d'écoute qui doivent être accessibles aux victimes, parce que souvent, les victimes ne portent pas plainte systématiquement, parce que parfois, elles ne se sentent pas protégées. Elles se disent, si je porte plainte, est-ce qu'on ne va pas me taper dessus? Est-ce que le bourreau ne va pas me poursuivre? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut vraiment que l'État mette en place des mécanismes à amener l'accompagnement, le soutien à amener les victimes à dénoncer les faits.
D'accord. Bah, mon colonel, on est arrivé petit à petit au terme de notre interview. Là, on va aller dans une question un petit peu plus personnelle. Vous avez fait ce travail depuis plusieurs années déjà. Je me doute bien que notre travail a forcément une influence d'une certaine Depuis manière près de sur 20 notre ans. vie. Depuis près de Alors, 20 ans, comment ce travail que vous faites depuis plus de 20 ans influence-t-il votre vie? Quel est le cas le plus traumatisant, par exemple, que vous ayez traité? Je commence par la dernière question ou la première? Commencez par la dernière. Le cas le plus traumatisant que j'ai traité quand j'étais chef mœurs à la PJ, vraiment, c'était choquant. C'est une jeune fille, je ne vais jamais oublier ça. C'est 2 cas qui m'ont choqué. D'accord? Il y a le cas de Moïsa, une petite de 3 ans. Je ne vais jamais oublier ça. Mais moi-même, ça m'a fait ce qu'on a... En fait, je vais signaler aussi que du fait que nous travaillons dans ce domaine-là, on est des victimes secondaires. Le fait de vivre ça au quotidien, moi, à un moment, j'allais chaque fois demander à l'enfance, tout le temps regarder les fesses de mon enfant, si on n'a pas abusé d'elle, si on n'a pas touché. En fait, à un moment, vous devenez... Parano. On fait un transfert. D'accord, ça fait un transfert. Donc, on devait aussi se faire suivre même par des psys. Donc, je parlais du cas de Moïsa. Moïsa, c'est une jeune fille, un bébé de 3 ans qui avait été sauvagement violé. On a retrouvé son corps c'était à Mélène, dans une, je ne sais pas s'il faut dire, non pas une mangrove, un petit lac. On a jeté le corps là-bas. On est venu nous signaler les faits. J'étais à la PJ, nous sommes allés sur le terrain. Moi-même, je suis partie sur le terrain et tout. Comme il fallait forcément faire l'autopsie, le médecin est venu, nous sommes allés à Gaboussep. L'enfant a été sauvagement abusé sur les 2 voies. Mais la petite n'est pas morte à cause de l'agression sexuelle, les 2 voies. Mais le violeur a mis un chiffon dans la bouche pour que l'enfant ne puisse pas crier. Alors imaginez ça. Et j'ai assisté à l'autopsie, mais je pleurais en fait. Je n'arrivais pas à me maîtriser. Donc pour moi, c'est l'un des cas qui m'a choquée. Le second cas, si vous me le permettez... On l'a attrapé, rassurez-moi. Oui, il est allé en prison. C'est le petit frère de la maman. Oh mon Dieu. Au départ, je soupçonnais le père. Parce que selon les enquêtes, il y a eu d'abord la dispute avec le papa et tout. C'était d'abord le père que j'ai enfermé. Parce que vraiment, ça m'a choqué. Mais après, ce n'était pas finalement le père, c'était l'oncle. D'accord? Qui est parti après en prison. Mais ça ne ramène pas l'enfant qui est mort. Le second cas, c'est une jeune fille de 7 ans, toujours dans les PK. Les parents envoyaient aller acheter du pain. Donc, ils étaient en file comme ça. Elle était la plus petite, elle était derrière. Donc, il y a un clando qui passait, qui a pris l'enfant, oh mon Dieu, mis dans la voiture. Les autres n'ont pas suivi. Il a mis l'enfant dans la forêt, dans les PK 18 là-bas. Alors, il a abusé la petite sauvagement. Gina, c'est un cas, vraiment, même le médecin, le défunt, qui perd son âme, Dr Mendom, parce que c'est lui qui avait traité, à qui on est allé voir, qui s'est occupé de la petite, dit que depuis qu'il travaille, il n'avait jamais vu un cas comme ça. Donc, la petite faisait maintenant les selles, ça ne sortait pas le vagin. Donc, cette fille-là, le médecin disait même, on ne sait même plus si elle peut faire encore des enfants. Une jeune fille de 7 ans. Malheureusement, on n'a pas pu retrouver le violeur, parce que quand il a abusé de la petite, elle est tombée évanouie. C'est une maman, le lendemain, qui la retrouve dans la forêt. Donc, elle a passé la nuit dans la forêt. Qui amène la fille, qui après cherche les parents, parce qu'il y a eu des annonces et tout ça. Mais malheureusement, nous n'avons jamais retrouvé le violeur. Donc, ce sont les 2 cas qui m'ont choquée quand j'étais dans les enquêtes proprement dites. Comment vous faites? Comment cela influence votre vie? Ça fait plus de 20 ans. Alors, pendant que vous êtes en train de le dire, moi, je suis une maman, donc là, je suis tout émue, là, j'ai envie de pleurer, je suis choquée, je ne comprends pas comment les gens, enfin, des êtres humains peuvent faire ce genre de choses, mais je n'imagine pas ce que vous ressentez au quotidien. Ça fait plus de 20 ans que vous voyez ces cas passer, ces vies détruites, ces enfants traumatisés. Comment vous vous en sortez? J'avoue que, comme je vous disais tout à l'heure, que nous sommes aussi des victimes secondaires. Nous avons des enfants à la maison. Nous avons des nièces que nous gardons. Donc, à un moment, cette vie, on est traumatisé. Parce que tu te dis, ce qui arrive à l'autre peut arriver à mon enfant. Donc, vous vivez toujours sur le qui-vive, en fait. Vous essayez de faire un peu attention. Mais malheureusement, parfois, on ne peut pas aussi être partout. Parce que quand les enfants sont dans les établissements, vous les voyez. Donc, tous les jours, ma vie est impactée par ce travail. Donc, je disais que tous les jours, en tant que mère, j'ai développé ce qu'on appelle une sensibilité, qui est très importante. Toutes les fois que je vois un enfant qui est en détresse dans la rue, quel que soit l'endroit, parce que cette détresse se trouve, ça peut être, comme je disais, dans la rue, vous allez voir un enfant,
le fait, déjà, parfois quand je m'en balade, je vois un enfant, une maman qui gronde même son enfant dans la rue, j'interpelle la maman, en fait. Ça m'énerve parce que je dis, mais vous n'avez pas le droit de le gronder comme ça, il y a du monde et tout. Si vous voulez, faites-le chez vous, mais pas dans la rue. En fait, on est sensible à tout ce qui... À toute forme d'agression. Quelle que soit la violence, même dans la rue, partout où vous vous baladez, je n'apprécie pas, en fait, les violences, surtout sur les enfants. Elle ne s'explique pas, hein. Elle ne s'explique pas du tout. Alors, mon colonel, nous sommes arrivés au terme de notre interview. La dernière question que j'ai à vous poser, c'est celle de savoir si vous avez un message à adresser aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, les Gabonais qui nous écoutent. Vous l'avez dit vous-même, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le message que je peux dire à la population gabonaise est que le phénomène de violence sexuelle est universel et humain. Ça ne va jamais s'arrêter. Tant qu'il y aura l'homme, il y aura la femme, malheureusement, le phénomène va toujours exister. Donc, je disais que c'est un phénomène, le phénomène de violence sexuelle est universel et humain. Et en tant qu'homme, et tant que la femme et l'homme existeront, nous aurions toujours des cas de violence sexuelle, car l'être humain est de nature violente, très disposé à la violence, malheureusement. Il faut que les pseudo-victimes ne se découragent pas à porter plainte. On doit toujours les inciter à porter plainte, à dénoncer les cas. Même si c'est ton papa, il faut porter plainte, malheureusement, parce que ton père n'a pas le droit d'abuser de toi. Ton père n'a pas le droit de te violenter, que ce soit les violences morales, physiques, sexuelles. Les parents, ou quelle que soit la personne, n'a pas le droit de te porter plainte ou de te porter main, allais-je dire. Elles doivent dénoncer, comme je disais, les faits devant les juridictions compétentes que nous sommes. Ça peut être au niveau de la police, ça peut être au niveau de la gendarmerie, peu importe. Ça peut être au niveau des affaires sociales. La personne peut même aller au niveau des affaires sociales. C'est que sûr qu'après les affaires sociales, elles viendront à la police. D'accord? Elles ne doivent pas se décourager. Elles ne doivent pas se désarmer. Avec les petits moyens que nous avons, on peut faire beaucoup. Nous devons donc, d'une façon générale, être sensibles aux interpellations. Donc, quand je dis nous, ça dit les magistrats, le policier, le gendarme, les médecins, les affaires sociales, toute la chaîne, en fait. On doit être sensible au cas de violence. D'accord? Donc, nous devons recevoir les plaintes des victimes devons agir avec promptitude, en fait. Moi, j'ai horreur d'un cas, qu'on fait traîner un cas de viol, alors que la victime est déjà est déjà une victime, vous allez encore à faire traîner dans les commissariats, part, revient, ça peut même décourager la victime. Donc, on doit agir avec promptitude, nous, les OPJ, face au cas de violence. Merci beaucoup, mon colonel. Je vous remercie aussi, Gina. Merci pour cette interview. Je pense que c'est quelque chose que l'on avait tous besoin d'entendre. Parfois, en tant que Gabonais, on met beaucoup les œillères lorsqu'une situation ne nous concerne pas. Tant que ce n'est pas notre enfant, tant que ce n'est pas notre parent. Vous voyez même dans la rue, quand on vous agresse, les gens sont insensibles. On voit ça comme un énième fait divers. Mais une phrase que je retiens de cette interview, mon colonel, vous l'avez dit, c'est que ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve et on s'en porterait bien mieux de savoir qu'en se dressant contre ce type de phénomène, un jour, si ça arrive à notre nièce ou je ne sais pas, on aura d'une certaine manière, quand on était encore en forme, contribué à ce qu'il y ait un centre d'accueil, par exemple, contribué à ce qu'il y ait un service psychologique pour accompagner, ou même on aura été nous-mêmes le dénonciateur, parce qu'on peut vivre dans un espace où on sait bien que le monsieur, là, il a un comportement avec ses enfants qui n'est pas normal. Ça peut être l'occasion peut-être d'interpeller la première dame. Exactement. Madame Zita Oligui, qui a créé sa fondation, qui s'appelle, je crois, Ma Bannière, qui devrait aussi peut-être avoir un regard là-dessus, peut-être chercher à créer des centres d'accueil dédiés aux enfants, aux jeunes filles victimes de violences. Parce que malheureusement, comme je disais, parfois, il y a des gens qui ne portent pas plainte en se disant « mais si je porte plainte, qui va encore me donner ce que j'ai ?» Alors, s'il y a des centres d'accueil de prise en charge de ces victimes de violences, elles seront incitées de porter plainte en disant « mais je vais aller au centre ». C'est vrai qu'on a un centre au niveau de... Mais ce n'est pas opérationnel en tant que tel. On a besoin de plus. C'est le centre là où était l'hôtel de la Canne, à Nzarayon. Mais il n'est pas vraiment encore opérationnel en tant que tel, parce que je crois que les victimes n'y vivent pas encore à l'intérieur. On a besoin de plus et on a surtout besoin de plus, que ce soit dans tout le Gabon, du pays. Voilà, que ce soit à l'intérieur aussi du pays, parce que malheureusement, on se focalise plus à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Parce que là-bas, c'est plus grave que... Donc voilà, j'interpelle vraiment la première dame, qu'elle prenne ce volet à bras de cœur, ce phénomène à bras de cœur qui est les violences perpétrées sur les enfants, les agressions sexuelles et tout ça.
Merci beaucoup, mon colonel. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier le commandant en chef des forces de police nationale qui a donné son accord pour cette interview et qui a toujours été disposé et disponible pour accompagner Urban FM dans ses missions. Merci beaucoup et merci à tous les agents et les membres des forces de police nationale. Je pense qu'on ne le dit jamais assez. On critique beaucoup ce que vous faites, mais il y a aussi l'autre face où vous nous permettez de nous endormir plus tranquille le soir, de circuler plus tranquille, et on ne vous remercie jamais assez pour le travail que vous faites. Donc merci à vous, chers membres des forces de police nationale. C'était donc notre énième épisode. Ivanov et moi, on ne sait plus à quel niveau on se trouve. Notre énième épisode de la saison 2 de notre podcast. Ce n'est pas toujours si évident. Aujourd'hui, on parlait de combattre le mal, parce que oui, c'est ça, combattre le mal. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi passionnant. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci, Ivanov, de produire ce podcast et de veiller à ce qu'il soit disponible à temps. Et puis, restez toujours connectés sur les programmes d'Urban FM. Au revoir. Au revoir, Gina. Au revoir, tout le monde.